Salut à toutes et tous et bienvenue sur ce nouvel épisode des Snowsurf Podcast. Après un hiatus de presque un an sans enregistrer, on a profité de quelques journées à La Plagne pour se connecter avec François-Xavier Simian. Avec lui, on discute de splitboard, car il est à l'origine de la naissante association Splitboard France. Alors que les ventes de ces snowboards de rando n'ont jamais été aussi importantes, on peut même parler de pénurie en ce début février 2021, et où les pratiquants, qu'ils soient contraints et forcés ou enthousiastes de la première heure, se comptent par milliers en France, on discute avec FX de sa vision d'une discipline qu'il pratique depuis plus de 10 ans, mais aussi de son évolution et de son futur avec justement Splitboard France. Donc François-Xavier Simian, on commence toujours ce podcast par décrire l'endroit où on est, où est-ce qu'on se trouve là. Eh bien, on est au Cocoon à Plagne 1800, un endroit bien cosy et assez réputé sur la station d'ailleurs. Alors pour ma part, c'est une première, mais le cadre est plutôt boisé. Et un magnifique insert suspendu à côté de nous, une belle petite table en vieux bois. L'endroit est plutôt tranquille. Propice aux confidences, donc on va parler splitboard avec toi. Pour te situer un peu, tu peux te présenter, c'est quoi ta relation, tu as recommencé quand le snow et le split, et voilà, c'est quoi ta relation et pourquoi tu vas nous parler de splitboard aujourd'hui? Alors moi j'ai une histoire assez particulière avec le splitboard. J'ai eu la chance de m'acheter mon premier split en 2009 par l'intermédiaire d'un grand monsieur du snowboard qui s'appelle Jean Nerva, qui faisait les tests au shop où je travaillais à Intersport à Bourg-Saint-Maurice. Et Jean, je le connaissais déjà un petit peu par réseautage. Et je lui ai posé la question de savoir s'il avait des splits en test et s'il allait faire des tests split pendant ces tests qu'il faisait pour une revue spécialisée. Et du coup, j'ai eu la possibilité d'avoir un Atomic Pocher à l'époque, le système qu'Atomic avait développé avec une interface complète et qui sortait des tests. Et en fait, il était sorti 2 fois et je l'ai eu à un super tarif préférentiel. Donc, j'ai vraiment eu un joli coup. Donc, j'ai commencé le split en m'achetant mon premier split complet à 400 €. Et t'avais jamais fait de split avant, parce que 2009 c'était déjà presque tard. Moi je me souviens de mon premier split, je crois que c'était sur le glacier aux Deux Alpes, ça devait être en 2000 ou même avant. J'en avais entendu parler, je connaissais le produit, j'avais vu qu'il y avait Duotone, Burton avaient leurs interfaces, les interfaces voilées, j'avais entendu parler du Pocher, mais j'avais pas encore le budget pour passer le cran du dessus. Et c'est vrai que là, avec l'opportunité que j'ai eue, 2009, c'était parti quoi. Parce que tu t'es pas présenté, attends, on va revenir un tout petit peu en arrière, tu t'es pas présenté. Qui es-tu effectivement? T'es né où? C'est quoi ton histoire de snowboarder un peu là? Alors moi je suis né dans la banlieue lyonnaise, à Vénissieux, et du coup j'ai grandi entre Vienne et Lyon, là, dans le Dauphiné, et j'ai appris le snowboard dans une toute petite station au-dessus de Grenoble, où mes parents avaient une maison partagée avec une association qui s'appelle l'Alpe du Grand Serre. Du coup, ça a été un peu ma découverte. C'est mon grand frère qui est issu de l'alpin, qui m'a mis sur un alpin quand j'avais 14 ans. J'ai fait mes 3 premières saisons en alpin de 94 jusqu'à 97-96. Et après, j'ai acheté ma première à snowboard à ABS à Lyon. Et de là, je suis passé au soft boots parce que... La David Vincent bleu là? J'avais la vintage polyvalente rouge avec les flammes. À la même époque j'avais la David Vincent bleu, c'est pour ça que je demande. J'avais la snowboard vintage polyvalente qui passait de partout. Super sympa, bonne petite board. Et ça a été une belle découverte. Et puis j'ai jamais lâché depuis ce moment-là. Donc là, ça fait plus de 25 ans que je fais du snowboard. Donc belle expérience en snow, beaucoup de freeride parce que je me suis installé aux Arcs en 2004-2005. J'avais fait une saison en Maurienne la saison d'avant. Puis j'avais des potes aux Arcs qui m'ont dit viens, il y a du beau snowboard à faire aux Arcs. Ils avaient raison. Et ils avaient sacrément raison. J'étais venu les voir 1 ou 2 fois. J'avais fait ah ouais, c'est quand même pas la même histoire. Et c'est vrai que je me suis installé en 2005. En 2006, j'ai eu mon premier enfant. Et jusqu'en 2009, je suis resté sur les Arcs. Et puis après, je suis descendu de l'autre côté de la vallée
au-dessus de M, côté Beaufortin, en 2008-2009. Et c'est vrai que ça a été vraiment propice pour moi pour me mettre au split parce que j'avais tout le versant sauvage de la Tarentaise qui déroulait juste à côté de moi. Et du coup, ça a été une belle synchronisation, quoi. Ouais, ça te fait toujours 12 saisons de suite. Là, il faut préciser qu'on redescend juste du Saint-Jacques. On s'est fait une bonne petite rando matinale, là, 1 heure et demie, mais bien intense. C'était bien cool. Du coup, ça te fait quand même 12 saisons de split dans les jambes. Donc, tu peux en parler, quoi. Je commence à avoir un peu d'expérience. Et puis entre 2012 et 2016, j'ai monté un shop à M qui était spécialisé splitboard et longboard. On était un peu avant-gardiste à l'époque. On avait rentré une bonne partie de la gamme Jones, puis quelques modèles artisanaux et d'autres petites marques. Donc on était un peu les seuls dans la vallée à cette époque-là à proposer une véritable offre location split. Donc on a travaillé avec des guides, on a travaillé avec des moniteurs indépendants et puis avec des particuliers qui venaient chez nous parce que c'était un peu le repère du splitboard en Tarentaise et du coup même au-delà. Et on avait fait aussi toute une tournée événementielle avec Francky Moranval qui organisait l'Ultimate Test Tour à l'époque. De la grave. Voilà, Francky de Band of Border avec sa sœur. Et du coup, il avait sa petite tournée freeride dans différentes stations. Donc, on avait suivi un peu le mouvement pour faire connaître nos produits. Et puis, en même temps, ça permettait aussi de mettre en lumière les nouveautés du splitboard et de faire des petits tests comme ça. Il n'y avait pas beaucoup de monde qui proposait du vrai test split à l'époque. Toujours pas beaucoup, hein, d'ailleurs. Hein. Toujours assez peu, quoi. Toujours assez peu, c'est dommage. Là, je pense que, mine de rien, la saison qu'on est en train de traverser va stimuler beaucoup de choses. On va en parler après. mais c'est sûr qu'on était un peu précurseur là-dessus. On n'a pas continué parce qu'on était vraiment sur un marché de niche. C'était compliqué de... Peut-être un peu trop tôt aussi. Ouais. Je pense qu'on était un petit peu... Parce que c'est les belles années, on va y revenir, hein, mais c'est les belles années c'est l'année où le split s'est vraiment développé. On peut revenir à ta Poacher et à ses fixations. Moi, j'ai envie de parler de ses fixations, hein, qui était quand même un système spécial. Hein. Le système d'Atomic était sacrément bien réfléchi parce que les cales de montée se transformaient en goupilles de verrouillage. Tu utilisais les couteaux pour faire ton verrouillage de disques. Fallait pas oublier tes couteaux, t'étais obligé de les avoir dans le sac. Ouais, t'avais pas le droit d'oublier les couteaux, sinon t'avais juste les yeux pour pleurer. Parce qu'en même temps, le couteau te servait de levier pour verrouiller la cale qui faisait la goupille. Et c'est vrai que le système était, pour l'époque, ils avaient réussi à sortir un produit super intéressant parce qu'on était à 900 €, un peu plus de 900 €, et la board était complète. Pot, fixation, couteau, board. Et à l'époque, il n'y avait pas trop d'équivalent à ce tarif-là, quoi. Par contre, le shape était shape à l'ancienne et 164 avec un shape classique, la cambre classique. Ouais, je m'en souviens, je l'ai ridé ce board. J'ai ridé aussi à cette époque-là des voilés, même un peu avant, les voilés qui étaient vraiment shapés. C'était des baramines. Hein. Chien à la montée, ton chien à la descente aussi. Tu savais pourquoi tu faisais du split. Tu faisais pas du split comme on a fait aujourd'hui. Là, c'était pas le split plaisir. Là, même à la montée, on s'est fait plaisir. On a monté 45 minutes. Voilà. Là, tu faisais vraiment du split pour en chier à la montée et à la descente. Maintenant qu'on a parlé un peu de ton... On t'a situé un petit peu, FX, hein, puisque les gens, le grand public ne te connaît pas, et tant mieux. Enfin, tant mieux. Je sais pas. C'est quoi je voulais surtout parler avec toi de cet assaut que vous êtes en train de monter. Donc, tu peux me dire avec qui déjà, et puis comment ça se passe, un peu la genèse de Splitboard France, quoi. L'assaut qui est censé regrouper un peu tous les Splitboarders de France. Exactement. Alors moi, à l'époque où je me suis mis au split, là, 2009 environ, il y avait un forum qui était assez actif, qui s'était mis en place quelques années plus tôt, qui s'appelait splitboard.fr. C'était un peu le repère de la petite communauté française où on retrouvait un peu les convertis de longue date, les bricoleurs qui avaient fait leur split eux-mêmes, t'avais les petits artisans et tout ça, et c'est vrai que c'était un joli petit endroit où tu pouvais demander du conseil, trouver du matos, tout ça, et du coup via le forum on avait organisé le split meeting chaque année. On était une
une poignée de motivés, et du coup on réservait un gîte, un massif différent chaque saison, donc de 2010 à 2000, jusqu'à ce que je monte, jusqu'à ce que le forum batte de l'aile, on va dire. Jusqu'à 2015, j'ai fait les meetings à différents endroits. On a fait Beldon, on a fait Bonneval, on a fait Célier pour le massif de la Lausière. On a fait vraiment des jolis petits meetings. À chaque fois, on se retrouvait à 15-20 splitboarders. Et super échange, ça parlait technique, ça échangeait des astuces. Et du coup, ça a permis de connecter avec des bons lascars, quoi, qui baroudaient bien dans la montagne. Et c'est vrai qu'après, il y a eu une atmosphère. Déjà, il y a eu l'effet réseaux sociaux qui a pris énormément d'ampleur. Et la personne qui modérait le forum a pas forcément vu le vent tourner, a eu un petit peu de mal à... Moi, j'étais un peu chaud à cette époque-là. En plus, j'étais impliqué par mon shop, donc j'étais un peu chaud à m'impliquer pour faire vivre le forum. Mais bon, ça c'est pas très très bien. On n'a pas réussi à faire des choses intéressantes. Et du coup, c'est vrai que nous, à l'issue de ces tensions un peu qu'il y avait sur le forum, on a décidé. Puis à ce moment-là, des groupes commençaient à fleurir à droite à gauche. Donc on a monté plusieurs groupes. Il y a Splitboard Grenoble qui s'est créé. Il y a Splitboard 05 un peu plus tard. Et puis avec une poignée de collègues, il y a eu Splitboard Haute-Savoie parce qu'il y avait une belle communauté en Haute-Savoie qui brassait bien. Si j'ose dire, ça a splitté, quoi. Voilà, exactement. Ouais, c'est triste, c'est paradoxe. Et du coup, c'est vrai que ce moment-là a été un peu une transition. Donc pendant jusqu'à fin 2019, ça n'a pas trop bougé. On a créé le groupe en 2016. Du coup, la communauté a grandi gentiment. On était avant le premier confinement, on était un petit peu moins de 500 sur le groupe Haute-Savoie, sachant que voilà, il y avait le nom Haute-Savoie, mais moi je suis en Savoie, et puis il y avait pas mal de gens qui gravitaient sur le groupe, qui sont dans différents massifs, donc ça c'était pas représentatif réellement. Il paraît même, je me suis laissé dire qu'il y avait même des Pyrénéens. Je crois. Les sources, tes sources sont fiables. Ouais. Et du coup, même des Jurassiens. Pour te dire, on a même eu des Francs-Comtois et des Suisses qui venaient traîner. Et du coup, c'est vrai qu'il y a eu, la grosse mise à l'arrêt de la saison dernière qui a mis une secousse. Bon, pas possibilité de partir en montagne, ils ont tout bloqué. Mais c'est marrant parce que sur le groupe, moi je suis admin depuis 2017. Avant, je laissais gérer les collègues, puis j'avais d'autres projets. Mais du coup, sur le groupe, on a senti que d'un coup, il se passait quelque chose. Pendant le confinement, les gens avaient du temps, ils s'intéressaient, ils regardaient des vidéos, ils s'intéressaient au matos, ils se renseignaient. Donc on a eu de plus en plus de gens qui venaient taper à la porte pour rentrer sur le groupe. Et puis c'est monté crescendo. Il y a eu une période de calme cet été parce que on ne pense plus trop à la neige à ce moment-là. Et puis gros regain là à l'automne, impressionnant. On devait être, on devait être à peu près 600, 700 à la sortie de l'été. Un petit peu plus, je pense. Et puis 950 à l'arrivée de la saison au mois de décembre. Et là, on arrive tout doucement. Là, sur les 2 derniers mois, on a fait rentrer presque 1000 personnes sur le groupe. donc là, c'est un révélateur. J'ai pas encore regardé les statistiques, mais à mon avis, les courbes doivent être rigolotes. Sachant que le groupe a changé de nom aussi. Voilà, donc on s'est vu l'ampleur que ça prenait, et nous admin, on était 2, Jonathan, un ancien comme moi de splitboard.fr, et moi-même. On s'est concerté, on a fait putain, ça prend de l'ampleur. Bon, c'est toi comme moi, on sait que les gens qui sont sur le groupe, c'est pas que des Hauts-Savoyards. Est-ce que ce serait pas le moment de faire le virage et de créer un groupe national qui n'existe pas encore, et d'avoir une identité un peu représentative, et puis peut-être de derrière amorcer une réflexion un peu plus de fond pour
moi j'ai une grosse expérience associative et c'est vrai que l'idée de créer un bel événement français qui mette en valeur un peu l'artisanat et puis les marques françaises, c'est quelque chose qui me trotte dans l'esprit depuis déjà un paquet d'années. J'en ai parlé avec pas mal de gens du milieu. Tal qui a créé les fixations plumes. Christophe Etalaz, ouais, voilà, qui est connu dans le milieu parce que c'est un peu lui qui a développé enfin c'est même pas un peu, c'est carrément lui qui a développé toute la fixation plume. Voilà, il y a des anciens, des artisans qui sont vraiment motivés pour mettre un peu en lumière tout le travail qui est fait depuis des années. Et là, c'est vrai que moi, je me suis dit, là, je pense que là, la brèche, elle est ouverte. On a un créneau qui est fabuleux. Il faut y aller. Je pense qu'on va pouvoir réussir à galvaniser un peu des forces vives. Et autant profiter de cet élan et puis de structurer cet élan. Ouais, parce que des splitboarders, le splitboard, on va dire que c'est début des années 90, si on refait un peu l'histoire. 80 en France. Ouais. Si on fait un peu l'histoire, après il y a eu les snowboarders ont beaucoup utilisé la raquette et craché un peu sur ce côté performance, enfin en tout cas effort du splitboard. Le budget freinait beaucoup parce que déjà il y avait très très peu de produits sur le marché. Le matos c'était quand même vraiment dégueulasse jusqu'au début des années 2000. C'est clair qu'il n'y avait pas un matos foufou et puis il y avait le frein du kit do it yourself où les mecs c'est quand même ils se disaient putain je vais couper ma board en deux. Oui, parce que longtemps, moi j'ai commencé avec ça, j'ai commencé avec les plaques voilées. Voilà. Avant que tu aies des vrais fixes, avant que tu aies Spark, je crois que Spark ça doit être 2004, un truc comme ça. Ouais, même 2005. Ouais. Avant ça, tu étais quand même en train. Pour les plus jeunes qui nous écoutent, il fallait prendre tes fixations, les monter sur des plaques voilées, donc des espèces d'enclumes en métal. Pas encore en alu, les premières, c'était un alliage en galva, je crois. Ultra léger. Et voilà, tu montais des fixes qui étaient déjà pas faites qui étaient déjà un peu lourdes. Après, c'était confort à la descente, mais. C'était les cales, t'étais légèrement surélevé. C'est vrai qu'elles avaient un petit flottement. T'avais quand même du flottement. Bref, on est en 2021 et on est encore qu'au début finalement du splitboard, de la R&D splitboard, quoi. Début, non, parce qu'il y a eu quand même l'effet Jones qui a sacrément chamboulé le marché quand Jeremy Jones est arrivé avec sa marque et avec toutes les déclinaisons de ses modèles en split. Il a accompagné Fort Karakoram, les deux frères, tu me diras le nom, mais je les ai plus. Mais les deux frères qui ont en tout cas, ils ont des cheveux longs et ils ont la classe. Des sacrés riders qui avaient développé Karakoram en parallèle de Jones. Donc là, c'est vrai qu'il y avait quand même déjà un sacré R&D. Spark était en train de vraiment bouger avec des bons straps en collaboration avec Burton. Une embase qui était épurée, super légère. Des pins super light en alu. Ils avaient déjà quand même bien bougé je pense que la vraie évolution s'est passée. Moi, j'appelle ça l'effet Jones, quoi. Il a mis un sacré coup de pied dans la fourmilière à ce moment-là. Alors là, on vient déjà. Enfin, ça, c'est le travers des splitboarders. On a direct dérivé sur le matos, alors qu'on était en train de parler de pratique, et puis on dérive direct sur le matos, parce que c'est vrai que dans le split. Tu parlais de la R&D, ouais, mais dans le split, c'est hyper important. Le matos, c'est hyper important. C'est fondamental. De toute façon, dès que tu rentres dans la rando, tout prend de l'ampleur. Enfin. Les bâtons, nous, on a vraiment besoin de bâtons qui soient le plus compact possible. Là, il y a eu des sacrés efforts de fait. Mais c'est vrai que le matériel, ça fait tout. Après, on n'est quand même pas des colle en pipette à faire la course au gramme. Non, mais tu vois, là, ce matin qu'on montait le Saint-Jacques, qui est une toute petite rando, on a dû monter 300 mètres, en se faisant porter en navette jusqu'au plus haut possible de la station. Bref, c'était une toute petite rando. On râlait quand même sur les systèmes de cales. On se disait, on aimerait bien avoir des cales automatiques, Bluetooth, je sais pas quoi. Enfin bon. Ça, c'est le futur complètement improbable. Après, c'est vrai que quand tu pratiques, il y a des systèmes de cales qui fonctionnent super bien maintenant. Et que quand tu as la technique, c'est plus trop une contrainte et ça reste un confort. Après, je connais des puristes qui utilisent quasiment pas les cales. Oui, c'est ça. Ouais. Te dire, donc pour revenir à France Snowboard, donc là toi tu parles de groupe Facebook et tout ça, mais Splitboard France. Pardon. Je confondais avec ce que fait ce que font nos amis de France Snowboard. On aimerait bien créer des ponts avec France Snowboard et avec le mouvement du snowboard français. C'est aussi pour venir en soutien au snowboard français qu'on a envie d'amener, de mettre en lumière et en valeur le splitboard. Pour revenir à Splitboard France, tu parlais du groupe Facebook, mais
le but un peu là en ce moment, ce que tu es en train de remuer, ce dont on voulait parler ensemble, c'était ça. C'était une association qui fédère les pratiquants, un truc qui n'existe pas encore aujourd'hui, alors qu'on voit bien. Bon, après, il y avait de toute façon une tendance. Je veux dire, le confinement l'a clairement accéléré, mais c'est un révélateur de quelque chose qui était déjà en train de se passer, quoi. Il y a du split, ça, les gens s'y intéressent de plus en plus. Enfin, moi, il y a 10 ans, tu m'aurais dit que je montrais à la force des genoux, je t'aurais dit non, mais attends, pourquoi? Enfin, quel intérêt? Et je veux dire, ça, c'est quelque chose que voilà, c'est à force de voir des gens le faire et de comprendre que ben, si tu veux, même en station, même ici à La Plagne, quand ça marche, on en parlait avec Julien de Oxygène tout à l'heure, euh, quand les remontées marchent, à 100 mètres de montée, tu te fais des runs de malade, quoi. Donc tu t'offres la poudreuse qu'on aime tous en snowboard, faut avoir quand même un peu d'expérience splitboard. Et du coup, d'où cette vague qui, à mon avis, est pas près de retomber quand même. Ouais, et l'évolution des shapes a permis un sacré confort aussi à la montée. Comme tu disais tout à l'heure, dans les anciens modèles, t'en chiais parce que le matos était lourd, les fixations n'étaient pas forcément adaptées. Et là, c'est sûr qu'on a un confort de ride maintenant à la descente. Déjà, on a moins d'efforts pour la montée et le confort de glisse de descente est équivalent à un snowboard solide, quoi. Largement, on n'a pas rien à envier, quoi. Et selon certains modèles, on a même des modèles qui sont très très performants. Mais je pense que voilà, on est arrivé à un stade de maturité de la pratique. Autant ça a été beaucoup de bricolage pendant les 20 premières années. Là, ça fait 10 ans qu'on est sur des vrais produits. Et je crois que là, il est temps de structurer un petit peu mieux la communauté et puis de montrer ce qu'on sait faire, de montrer qu'il y a des alpinistes qui font du splitboard, qu'il y a un Pierre Tardivelle qui, après 50 ans de ski, s'est mis à lâcher les skis pour faire que du split. Et ça, c'est quand même sacrément... moi, j'adore cet exemple, j'avoue qu'il est magique, cet exemple. En plus, tu as raison, quand tu dis fédérer la communauté splitboard, c'est que même dans la communauté splitboard, qui est quand même une niche du snowboard, qui est quand même une niche des sports de glisse, il y a plein de tendances. Je veux dire, tu vois des mecs maintenant, avec ce que fait Union, avec la expédition, tu as une façon un peu backcountry du split, tu as les alpinistes qui montent en ultralight, tu as les 4 parties de Phoenix, enfin, tu as vraiment, t'as même plein de courants, quoi, à fédérer. Ouais, t'as les pros hard boots, les pros soft, t'as vraiment... il y en a pour tous les goûts et quand tu vois le niveau que ça a pris et certains guides de haute montagne qui se spécialisent maintenant dans la pratique, il y a des exemples en Maurienne, il y a Pika du côté de Chamonix, il y a Jean Pat dans les Hautes-Alpes, il y a des guidos qui aiment le snowboard et qui ont envie de faire pratiquement que ça et du coup qui le mettent en lumière. Et ça, je trouve que c'est aussi la preuve qu'on est on n'est plus sur du bricolage, quoi. On est sur des outils qui servent à des gens qui font de la haute montagne et qui vont faire des lignes à plus de 4000. Donc il faut quand même, voilà, t'en es plus à sortir ton tournevis pour faire tes petits réglages à la con. Je le sors quand même toujours. J'ai encore sorti hier, putain, j'avais oublié de régler mes sangles, laisse tomber. Et non, il faut dire que c'est hyper, et c'est ça aussi, je voulais te parler de comment on fait pour se mettre au split, mais c'est vrai que ça peut faire peur un peu, enfin si t'as pas tes potes qui en font, et partir en split, ça veut dire aussi partir un peu à l'aventure. C'est quand même vraiment cool. Tu vois, là, je viens de passer 3 jours à la Plagne avec Julien qui ride avec nous ce matin, là, de Oxygène Ski. Putain, c'est quand même hyper agréable. Lui, il était en split, donc sur ces 3 jours-là, de se faire guider par un mec en split, quoi. Je veux dire, ça n'a rien à voir, hein. Et ça, faut le savoir, hein. Le meilleur guide en ski, quand il te tire en split, ben, il prend pas les mêmes trajectoires, il monte pas pareil. Enfin, c'est pas pareil, quoi. C'est ça. Ça harmonise les choses. Et puis je pense que voilà, les moniteurs et les professionnels de la montagne ont quand même bien compris qu'on n'était plus sur du bricolage et que maintenant il y avait des beaux outils qui fonctionnaient bien, quoi. Et toi, tu conseilles quoi d'ailleurs, si tu vois, parce que maintenant, comme tu dis, c'est en train de se démocratiser. Enfin, moi, j'étais au Vieux Campeur la semaine dernière. Ils sont fait déboîter. Ils ont plus un split à vendre depuis un mois, hein. Donc, ça veut dire que j'étais à Paris. Ça veut dire que les Parisiens aussi, ils achètent des splits et puis qu'ils vont descendre en montagne et puis ils vont vouloir en faire. Comment tu fais quand tu viens de la ville, que tu rides 2 semaines par an et que voilà, t'as envie de te mettre au split? C'est quoi tes conseils là, pour commencer? Je pense qu'il y a eu une prise de conscience des stations.
Alors moi, je me souviens quand j'allais en Autriche quand j'allais en Allemagne faire ISPO, j'étais allé en Autriche et j'avais découvert la culture. Et les Autrichiens, les Allemands, ils avaient leurs petites pistes de rando à côté des pistes classiques. Ils avaient déjà des pistes de montée. J'avais dit putain, mais pourquoi on fait pas ça en France? Et là, je trouve que depuis quelques années, ça y est, les stations françaises ont compris et ont aménagé des petites pistes de randonnée qui sont sécurisées en bord de domaine. Les pisteurs font leur job, les PIDA sont faits. Donc je trouve que ces conditions-là, elles sont tout à fait appropriées pour de la découverte en totale sécu. On va sur un domaine qu'on connaît déjà parce qu'on l'a raidé avec le forfait et du coup on va l'apprivoiser différemment, on va découvrir le domaine sous un autre angle parce que la montée, on a d'un coup vachement plus de temps pour analyser le relief et du coup tiens, ah ouais mais ouais, là-bas moi je connais, tiens tu vas... Et moins peur aussi pour une première, une descente, t'es quand même en station, tu sais que au pire tu peux retrouver une piste. Exactement, il y a des petits retours, stations qui sont prévus à cet effet. Là, cette saison, c'est fabuleux. Il y a des saintes fois, toutes les stations ont compris qu'il fallait jouer le jeu de la rando. C'est triste qu'on ait eu besoin d'un virus pour en arriver là. Maintenant, je pense que vu que c'est lancé, ça m'étonnerait qu'ils fassent machine arrière. Ils vont garder, en tout cas, j'espère que la plupart vont garder cette politique dans leur tiroir parce qu'ils ont bien compris que les randonneurs, c'était une clientèle qui était là et qui, vu l'évolution à tous les niveaux du matériel et de la pratique, je pense que voilà, c'est des gens qu'il va falloir chouchouter et qu'il va falloir aussi faire venir en station. C'est aussi un début de la future asso, on n'a toujours pas le nom, hein. Imaginons qu'elle s'appelle Splitboard France. C'est aussi un début. On va garder le même nom, hein. Ouais, on va garder ce nom-là, Splitboard France. Le site sera pareil, le nom de domaine est réservé déjà. Donc on va être sur splitboardfrance.com. Donc pour l'instant, les statuts sont pas encore posés, c'est dans le pipe. On fait une petite réunion officieuse la semaine prochaine en Maurienne et l'idée c'est de créer un peu le noyau d'ici la fin du mois de mars pour faire un dépôt de statut Splitboard France officiel associatif avec un bureau, mais l'idée au niveau de ce que j'ai en tête, ce serait bien qu'on fasse un dépôt de statut pour avril afin d'amorcer la premiers membres. Voir les premiers membres et puis envisager se laisser les 6 prochains mois, voire les 9 prochains mois pour commencer à travailler sur les projets de la saison prochaine. C'est-à-dire avoir un peu d'anticipation. On sait que sur cette saison, on ne va pas faire de miracle, c'est un peu une conjoncture bizarre, mais là au moins on a le noyau qui est fait pour le printemps. On peut commencer à se mettre autour de la table, écouter les professionnels, écouter les adhérents, tous les pratiquants, savoir un petit peu leurs envies, leurs attentes, parce que l'idée c'est ça va être d'un côté de fédérer les pratiquants, de l'autre de donner de la visibilité à nos artisans, à nos marques françaises, et on n'a pas à rougir je pense. On a vraiment des très belles marques, on a vraiment des très beaux artisans qui bossent bien, donc voilà, ça va être ça dans un premier temps, fédérer ces deux pôles, et puis derrière de dire on crée un bel événement de test où, comme ça se fait en Suisse, comme ça se fait en Autriche. Mais quand tu parles, moi j'ai beaucoup parlé de ça avec Dan Ventura de Spark ou des gens comme ça, ou même avec les frères Nidecker. Il y a des événements split en Autriche, je crois qu'il y en a une dizaine, en Suisse il y en a plein, et en France il y en a quasiment pas quoi. Zéro. Il y en a un petit qui a tenté de se faire en Maurienne, le Maurienne Splitboard Festival, qui verra le jour en 2022 du coup. Mais là du coup ils font un format plus light, c'est la semaine prochaine. Bon, je sais pas quand sort le podcast, mais pas grave. Mais disons que moi j'avais amorcé un truc du temps du shop qui s'appelait la Split Connection. Un petit dérivé de la French Connection, et du coup où on avait fait Initiation Split, on avait fait ça en 2013. Alors ce qui était bien, c'est que j'avais été épaulé par une stagiaire sur la partie événementielle qui m'avait permis de gagner du temps. J'avais hélas pas pu le refaire parce que avec l'activité du shop et tout, l'événementiel c'est quand même c'est du travail et du temps, et ça demande de l'énergie pour que ça se passe dans de bonnes conditions. Donc là maintenant je suis sur d'autres projets et je veux le faire vraiment par passion, et là l'idée c'est d'avoir du monde représentatif autour de la table qui amène son savoir-faire, qui amène son expérience. On a des belles personnes qui vont rattacher le wagon.
Et dans l'idéal, tu parlais de Splitboard France, qui était un peu une émanation de Splitboard Tarentaise, mais enfin, je le fais en rapide. Mais dans l'idéal, ouais, ouais, Splitboard Savoie. Mais je veux dire, dans l'idéal, le but, c'est quand même d'essayer d'avoir des comités locaux. Comment tu vois les choses, toi? Je pense qu'il y aura à terme, c'est pas des projets, je pense qu'on va pouvoir mettre en place très facilement, très rapidement, parce qu'il faut qu'on trouve les vraies personnes ressources au niveau local, qui soient investies, qui ont envie de s'investir. Ça, c'est jamais évident quand on a affaire à des passionnés. Il y en a beaucoup de gens qui aiment pas forcément passer du temps sur des mails et tout ça. Du coup, ça va pas être le premier axe, mais je pense qu'à terme, il y aura des antennes, par massif. J'aime bien l'idée des massifs plutôt que du département. Je trouve que c'est plus représentatif. Et du coup, comment ça va se passer là? Si on veut te rejoindre, donc les gens qui écoutent là, ils se disent putain, trop bonne idée, je veux les rejoindre et tout. Alors bon, pour l'instant, on peut pas encore donner d'argent, même si je pense que l'adhésion va être assez symbolique. Hein. Moi, je suis le président de Protector Winter, c'est 10 balles. On voit déjà que c'est compliqué pour les gens de payer une adhésion parce qu'il faut aller sur Hello Asso, cliquer 2 fois. Enfin, hein. Mais t'as quand même quasiment 2000 membres sur Facebook, donc vous existez déjà. C'est quoi un peu là les premiers trucs que tu veux mettre en place? Comment on peut venir aider? Voilà, comment on peut venir aider en gros et participer? Sur cette saison, je pense pas qu'il y aura d'événements notoires, enfin en tout cas d'actions de terrain représentatives parce que c'est encore un petit peu frais. Par contre, les infos, on va les communiquer en temps réel sur la page, sur la page qu'on a créée récemment qui est en parallèle du groupe. La page va nous permettre de faire de la communication qui a le même nom, Splitboard France. Donc sur Facebook. Hein. Voilà. Donc les infos, elles vont circuler énormément via les réseaux sociaux. Il va y avoir un Insta qui va se créer. Bon, on n'y est pas encore, mais voilà. Et d'ici, a priori, si tout se passe bien, le mois d'avril, statut déposé. Et là, il va y avoir, je pense, 1 ou 2 premières réunions physiques, donc lieu encore à déterminer. Je pense qu'on va essayer de trouver des positions un peu centrales, bassin grenoblois, histoire de faire monter les gens du sud, ou peut-être, voilà, on verra, mais essayer de trouver une zone charnière. La Grave par exemple. Très charnière. Très charnière. Mais du coup, ça pourrait être une idée d'articuler ça. Je pense qu'il va y avoir 2 rendez-vous physiques à noter pour la fin de l'hiver, début du printemps, qui vont être assez structurels au niveau du contenu. On va pas être sur du truc super friendly session. Je pense que ça va être plus bosser quoi, dépôt des objectifs, enfin voilà, stratégie, statut, projection sur 2021-2022 sur qu'est-ce qu'on est capable de lancer. Moi je vois bien 2 formats d'event, un gros événement test avec toutes les marques sur 1 ou 2 semaines. Des guides pour accompagner, la possibilité pour les pratiquants de tester le matos qu'ils ont envie, avec des réservations, une centaine de riders réunis, un peu sur le format Split and Relax autrichien ou format Alpine Split Fest des Kandersteg chez les Suisses. Voilà, sur ce format-là, et un event un peu plus en itinérance qui se déplacerait mais qui aurait une logistique moins lourde et qui serait en mesure, plutôt le stand de l'assaut, qui serait en mesure de se déplacer pour faire une petite initiation, parce que l'idée c'est d'avoir un parc avec quelques bords de test avec les marques qui seront partenaires de l'assaut et du coup un format plus light qui peut s'adapter à des petites stations, voire même à des petits villages de montagne. Yes, déjà ce serait déjà une très belle chose. Déjà des objectifs concrets, en plus de l'objectif de monter une asso qui fédère un peu tous ceux qui kiffent le split un peu quoi. C'est clair, et puis on est ouais. Voilà. Et puis si je peux me permettre, en ce moment il y a beaucoup de réunions Zoom, alors ça saoule, mais c'est quand même pratique si tu veux réunir des Bretons. Je suis sûr qu'il y a des splitboarders bretons et des Basques et évidemment des Parisiens dont je fais partie qui seront ravis de participer, d'apporter leurs compétences et leurs idées sur ce genre de trucs. Alors c'est hyper relou par Zoom, mais c'est aussi hyper pratique, on peut se retrouver de toute la France sans avoir besoin de prendre une bagnole ou un train quoi.
Ça s'est démocratisé là, c'est clair. Maintenant, moi, je suis sur un autre projet en parallèle et c'est vrai qu'on a bossé sur toute l'année 2020 comme ça. Ça nous a pas empêché d'avancer et de monter notre boîte. Et ça n'empêche pas de se voir quand on peut se voir. Voilà. Mais bon, c'est sûr qu'on a vraiment besoin de revenir un petit peu sur du lien social là, du vrai, à boire des bières, à trinquer quoi, et puis à faire des bonnes sessions. Oh putain. Ça c'est pour les absents. Et je voulais juste finir sur un dernier truc dont tu me parlais tout à l'heure en montant. C'est ton projet avec donc ton autre asso, je sais pas si c'est une asso ou une boîte, non, c'est quoi ? Arskitech. Donc de proposer aussi du DIY et de à l'ancienne, recouper des boards, remonter des kits voilés DIY pour en faire des splits. En fait, ça va s'orienter sur vraiment des modèles de board qui sont pas trop sur le marché. C'est-à-dire que l'idée avec Arskitech, c'est de créer des boards. Arskitech, c'est ton truc, c'est à Chambéry et c'est de la réutilisation d'anciens skis, d'anciens snowboards. Et on te retrouve sur. T'as un site sur Oui. Arskitech.com, ART, ski et tech, TECH. Du coup, on développe du mobilier, des structures architecturales, dômes géodésiques notamment, mais maintenant on va même plus loin, on fait carrément des petites fermettes, des serres, du mobilier qui va devenir de plus en plus design avec le temps. Donc ça c'est mon projet pro. Donc on a une association qui va s'occuper un peu de la partie terrain représentative et on a réussi à créer la SIC, donc Société coopérative d'intérêt collectif, qui avec les statuts qui sont tout frais, qui ont été déposés au mois de décembre-janvier. Et donc en split, tu me disais refaire un peu ce coup de créer soi-même son split, un peu dans le DIY quoi. Pour les gens qui ont peu de budget, essayer de proposer une formule do it yourself où on propose la presta, on découpe, on pose les inserts, on fait le travail pour un tarif relativement accessible. On n'a pas encore travaillé réellement sur le coût que ça va représenter, mais l'idée c'est de se tenir en dessous de 400 € sans les pots, mais la board modifiée, sans fixation, board modifiée avec le kit intégré, les pucks, voilà. Et dans l'absolu, j'aimerais bien imaginer des boards pour les kids, c'est-à-dire pour qui nous permettrait, tu vois, entre 125 et 145 de taille, qui sont très 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 peu représentés sur le marché, étant donné que ça représente vraiment pas un marché intéressant pour les marques. Mais du coup, nous, vu qu'on a de la flexibilité, on peut y aller sans trop prendre de risques, et ça nous permettrait d'avoir un parc d'une 5-10 boards pour les kids qui ont envie de découvrir avec le papa pour pas cher les premières sensations de la montée quoi. C'est feignant de kids, mais aussi les feignants de papa. Et merci FX. Donc on retrouve France, Splitboard France pour l'instant sur Facebook, bientôt un site, bientôt un Insta et tout ça. Et puis plein d'aventures pour tous ceux qui ont envie d'aller plus loin dans le splitboard, qui en ont entendu juste parler peut-être. En tout cas, c'est toujours une souffrance de monter, mais c'est toujours un plaisir de descendre. Ouais, plus tu pratiques et plus tu as de la technique, moins tu souffres en fait. Parce que tu apprends à te servir des bâtons, tu soulages un peu les jambes, tu équilibres un peu la force sur tous les membres. Et c'est beau aussi dans un monde où l'énergie est quand même une denrée à économiser, de se dire que avec l'énergie de ton propre corps, tu peux faire des trucs incroyables en montagne quoi. Exactement, et la bière a une autre saveur après quand même. Merci beaucoup FX pour cette discussion. À bientôt. Salut et merci à toi, c'est fabuleux. On a fait quoi là? C'est un beau service. Il doit avoir tout mangé. Ça va, j'aurais mis des gros papas bien.